Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Semaine Politique devenue l'Hebdo Politique. Au programme de cette nouvelle édition, l'actualité politique de la santé et la découverte du ministre Agnès Buzyn qui vaut le détour. Depuis le début de la semaine, le projet de loi de finances de la sécurité sociale est débattu à l'Assemblée. 57 articles, 1 millier d'amendements, le tout pour remplir un objectif ambitieux, faire 3 milliards d'économies pour arriver à 2,2 milliards d'euros de déficit en 2018, avec un certain nombre de mesures plus ou moins crédibles. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec mon invité, Gérard Delépine. Bonsoir Gérard, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes chirurgien orthopédiste, on vous connaît à TV Liberté, on vous a vu dans Oxygène, mais on vous a vu également dans Tête à Clash. Vous venez de publier avec votre épouse un nouvel ouvrage dont le titre exhaustif, Médicaments anti-cancer peu efficaces, souvent toxiques et hors de prix. Au moins on sait de quoi ça parle et c'est aux éditions, comme toujours, les éditions Michalon. Alors pour commencer, Gérard, si vous êtes d'accord, avant de s'intéresser au vaste programme d'Agnès Buzyn, pour faire des économies, on va peut-être tout simplement faire connaissance avec le ministre de la Santé. On va écouter un petit sujet. C'est l'un des rares ministres du gouvernement Philippe dont on connaît déjà bien le visage. Agnès Buzyn n'a pas perdu de temps pour marquer les esprits. À peine arrivée, elle affichait déjà son grand chantier, rendre obligatoire 11 vaccins contre 3 actuellement. Une mesure qui fera le bonheur des laboratoires pharmaceutiques produisant les vaccins. Et cela n'est pas étonnant. En effet, Agnès Buzyn connaît bien les acteurs de Big Pharma. Issue d'une famille de médecins avec une mère psychologue, un père et un oncle chirurgien et un autre oncle réanimateur, la santé s'est tout de suite imposée dans la vie d'Agnès Buzyn. Après sa formation en médecine puis en hématologie, essentiellement à Necker, Agnès Buzyn travaille sur les greffes de moelle osseuse et la leucémie. À partir de 1998, elle est chargée d'organiser les colloques annuels du laboratoire américain Genzyme, une tâche rémunérée bien entendu. En 2005, elle gonfle à nouveau son CV et son portefeuille en intervenant dans les congrès sur 3 médicaments, le Glivec et le Tasigna du Suisse Novartis et le Spricel de l'américain Bristol Myers Squibb. Et puis, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Agnès Buzyn rentre dès 2007 au conseil consultatif de ces 3 médicaments, une fonction qu'elle daigne quitter en 2011 après un article du Canard enchaîné considérant qu'il y a conflit d'intérêts. Et oui, parce que parallèlement à ça, la carrière d'Agnès Buzyn grimpe aussi dans les institutions médicales françaises. Membre du conseil médical et scientifique de l'établissement français des greffes, de l'agence de biomédecine de 2001 à 2008, du conseil scientifique de l'établissement français du sang et de la société française de greffe de la moelle et de thérapie cellulaire, qu'elle préside. De 2003 à 2013, Agnès Buzyn était également présidente de l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, l'IRSN, puis membre du comité du commissariat à l'énergie atomique, le CEA. En 2009, elle commence par intégrer le conseil d'administration de l'Institut national du cancer, l'INCa, puis devient présidente après avoir mis officiellement un terme, en 2011, à ses activités rémunérées auprès des laboratoires. En 2016, Agnès Buzyn est également nommée présidente de la Haute Autorité de Santé. D'aucuns considèrent que son premier mariage en 1985 avec Pierre-François Veil, qui n'est autre que l'un des fils de Simone Veil, a agi comme un premier accélérateur de carrière. Ces secondes noces ne nuiront pas à l'ascension puisqu'Agnès Buzyn est désormais mariée à Yves Lévy, le directeur général de l'INSERM. Du coup, depuis son arrivée au ministère de la Santé, Agnès Buzyn a sous sa tutelle son époux, même si le cabinet de la ministre a fait savoir que cette dernière ne traiterait pas directement les affaires concernant l'INSERM. Ouf,
on est rassuré. D'ailleurs, rassuré sur les conflits d'intérêts, c'est un peu la marque de fabrique d'Agnès Buzyn. En effet, l'actuelle ministre a une conception bien à elle de tout cela. Elle a affirmé à cet effet dans une réunion, je cite, « L'industrie pharmaceutique joue son rôle et je n'ai jamais crié avec les loups sur cette industrie. Il faut expliquer que vouloir des experts sans aucun lien avec l'industrie pharmaceutique pose la question de la compétence des experts. » Eh ben oui, si on fricote pas avec l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on est pas bon. Eh ben oui, on n'y avait pas pensé. Et puis, au cas où on l'aurait pas encore compris, le ministre de la Santé est également habitué du NIL, un groupe dont l'objectif est d'accompagner les acteurs de la santé dans leur stratégie d'influence et d'apporter des conseils au pouvoir public de santé. Agnès Buzyn y donnait encore des conférences en mars dernier. Si on veut revenir sur Agnès Buzyn de manière plus précise, est-ce que vous, en tant que praticien de médecine, vous avez rencontré cette personne qui était hématologue à l'origine ? Personnellement, non, mais mon épouse a eu cet honneur. Elle a pu voir que cette dame présente bien, est très polie, très urbaine, mais que c'est un dictateur complet sans aucun remords. Lorsqu'il s'agissait du service d'oncologie pédiatrique qui avait été soi-disant pérennisé par les ministres précédents et l'existence gravée dans le marbre, et qu'elle a été le voir parce que ce service qui n'appliquait pas les protocoles des grands centres anticancéreux lorsqu'il y avait d'autres protocoles plus efficaces qui pouvaient être possibles et qui donnaient le choix aux familles, il fallait absolument fermer ce service, d'autant qu'il avait des résultats qui étaient sur certaines tumeurs meilleurs. Et il fallait casser le thermomètre pour pas qu'on puisse comparer. Et lorsqu'elle a été le voir, elle lui a dit « Oui, vous avez certainement raison, mais je suis ici pour imposer les protocoles et je le ferai. » Avec le sourire. Et en lui offrant d'ailleurs un chocolat ou un petit café de manière très urbaine. Donc c'est un mercenaire sans aucun remords. Alors on va s'intéresser justement à sa nouvelle mission, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Parmi les différentes mesures, Agnès Buzyn propose une économie d'1 milliard d'euros avec la mutualisation des achats de médicaments pour les hôpitaux et également le développement de la chirurgie ambulatoire. Pour commenter ces deux mesures, on va écouter quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Nicole Delépine. C'est une piste crédible si on s'occupe plus de soigner vraiment les gens en tant que patients qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être assurés la nuit où ils ont été opérés. Pour moi, ça me paraît une très mauvaise idée parce que je pense que si la chirurgie ambulatoire est acceptable, elle a été déjà développée au maximum des possibilités. C'est-à-dire que les indications pour lesquelles on peut faire la chirurgie ambulatoire ont été réalisées un peu partout, ne serait-ce qu'à cause du manque de lits, du manque de moyens, du manque d'argent et tout ce qu'on veut. Maintenant, aller plus loin me paraît peu logique et pas très souhaitable pour les patients, pour le moins qu'on puisse dire. On parle de nombre de lits qu'on va encore diminuer. Le nombre de lits a diminué considérablement depuis une vingtaine d'années. Et par exemple, en psychiatrie, il est quand même célèbre de savoir qu'on n'a plus assez de lits. Et après, on vous dit, ah oui, les patients psychiatriques sont en prison. Bah oui, les prisons, ou alors ils sont SDF. Et ça se passe assez mal pour eux. Donc vraiment, diminuer le nombre de lits de façon globale me paraît tout à fait utopique, on va dire. La mutualisation théorique pourrait être une bonne idée, sauf qu'en pratique, ça ne va pas diminuer beaucoup. Et ce qui pourrait diminuer beaucoup, et dont je regrette qu'elle n'ait pas parlé, mais peut-être après cette émission le fera-t-elle, c'est de supprimer la liste en sus, ou en tout cas la liste en sus des groupes homogènes de malades, c'est-à-dire les médicaments chers, l'innovation thérapeutique chère, qui quand même aboutit à 5 milliards d'euros par an, en comptant les médicaments innovants et les matériaux innovants. Et sur cette liste, il y a quand même au moins les 3/4 des médicaments qui n'ont aucune justification. Bon, je suis un petit peu inquiète parce que Madame Buzyn, après être arrivée au ministère, a signé 15 jours ou 3 semaines plus tard un accord pour mettre sur la liste en sus des génériques d'une molécule peu efficace. À un prix tout à fait délirant aussi. Donc là, je crois qu'il y a un énorme sentier pour faire des économies majeures. Malheureusement, on n'en entend pas du tout parler. Or, ça fait 5 milliards d'euros. Et franchement, tout le monde est d'accord. Tous les spécialistes sur le sujet disent que dans cette liste en sus des groupes homogènes de malades, encore une fois, les labos sont payés directement par la sécurité sociale sur vos cotisations et l'hôpital n'a rien à payer là-dessus.
On s'arrange l'hôpital qui ne paye pas les médicaments anticancéreux à prix normal. À 30 €, on en rembourse un à 5 000 €, mais ça ne fait rien, ce n'est pas l'hôpital qui paye. Donc là, il y a des sources d'économie et je veux bien en parler directement à Madame Buzyn si elle le souhaite. Alors au-delà de ces 2 propositions, Gérard, vous en avez fait de nombreuses autres, notamment dans l'ouvrage que vous avez fait publier l'année dernière avec Nicole aussi, Soigner ou obéir, toujours aux éditions Michelon, puisque vous êtes fidèle. Parmi ces propositions, il y avait certaines propositions qui concernaient le dépistage du cancer. Oui, ce qui frappe dans toute la politique sanitaire que le ministère nous impose depuis 20 ans, c'est l'absence d'évaluation de résultats. Et pour cela, le dépistage du cancer du sein est absolument caractéristique. Ça fait 25 ans qu'on nous le fait. Les essais randomisés sur grand nombre, avec grand recul, qui existent, montrent qu'il ne sert à rien, que ça n'améliore pas l'espérance de vie des malades qui s'y soumettent, et que ça augmente leur risque de perdre le sein, et que ça augmente aussi leur risque de complications à cause des surtraitements liés au surdiagnostic, c'est-à-dire le diagnostic de tumeurs qui sont réellement cancéreuses mais qui n'évolueront jamais du vivant de la malade. Donc on sait que c'est complètement inefficace et lorsqu'il y a une évaluation, chaque année il y a une évaluation et Madame Buzyn était directement là-dedans puisqu'elle était à l'Institut National du Cancer. Cette évaluation, il regarde si la qualité du dépistage est intéressante mais jamais les résultats. Est-ce que ça sert aux gens? Or nous savons que ça ne sert pas, même que ça dessert les gens qui s'y prêtent et malheureusement donc c'est une dépense d'1,5 milliard chaque année, pour rien, sinon satisfaire les lobbies des radiologistes et autres, et des cancérologues et des laboratoires pharmaceutiques, car bien entendu, ces malades qui ont des surdiagnostics, donc des cancers qui ne sont pas dangereux, sont traités comme les autres et subissent la chimiothérapie, la radiothérapie et tout le reste. Alors, il y a également une autre source potentielle d'économie. Selon vous, ce sont les agences sanitaires. C'est pas selon moi, c'est selon le rapport de M. Bure, qui a démontré qu'il y avait, il ne sait pas combien d'agences sanitaires, mais au moins une vingtaine. Avec les observatoires, c'est certainement plus, que ces agences sont souvent des doublons, même parfois des triplons, et l'Institut National du Cancer, il l'a très bien démontré, est un triplon, et on pourrait en supprimer la moitié. Et en supprimant la moitié de ces agences, il y aurait 2 avantages. Un, on supprimerait beaucoup de bureaucrates, qui ne sont des gestionnaires de la santé, mais qui ne servent à rien pour les soins. Et d'autre part, on diminuerait les normes. Et diminuer les normes est quelque chose de tout à fait essentiel. Nos hôpitaux pleurent, ils manquent de moyens. Et il n'y a pas de raison d'augmenter leur financement, mais ce qu'il faut, c'est diminuer leurs charges. Et en supprimant la moitié des normes, la mise aux normes coûte entre 4 à 8% du budget des établissements hospitaliers actuellement. Et personne n'en parle. Donc nous pouvons leur redonner du pouvoir d'achat, et là je m'adresse au président, donner du pouvoir d'achat à nos établissements hospitaliers sans leur augmenter l'argent, supprimer la moitié des normes. Et d'ailleurs c'est officiellement une des réflexions, une des pistes de M. Macron, mais c'est bizarre, Mme Buzyn a oublié de le rappeler. Alors il y a quelque chose que Agnès Buzyn n'a pas oublié de rappeler, en revanche c'est quelque chose qui contente très souvent l'électorat de droite, on va dire, c'est la chasse aux fraudes. Alors Agnès Buzyn a expliqué qu'elle voulait chasser la fraude et que ça allait apporter des économies là encore. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors je suis tout à fait d'accord, la fraude est scandaleuse et il faut la chasser. Bon, il est quand même dommage qu'il y ait dans la majorité actuelle un député qui a fait un livre en expliquant comment on pouvait frauder aux assurances sociales et qu'elle est toujours députée de En Marche. Ça me gêne un peu. Mais bon, qu'elle s'intéresse déjà au cas de ce député, que je ne citerai pas, mais qu'elle connaît certainement bien. Bon, d'autre part, la recherche aux fraudes, ça fait 25 ans qu'on nous bassine avec ça, aussi bien pour les impôts qu'autre chose, et c'est toujours aussi inefficace. Alors, bon, les Anglais ont été très loin dans la chasse, pas aux fraudes, mais au gaspillage. Sur le NSH, ils ont mis une bureaucratie délirante, grâce à quoi ils ont réussi à faire environ 600 millions d'économies, et ils ont dépensé pour faire cette économie de 600 millions environ 1 milliard. Donc la chasse aux fraudes, je veux bien, mais à condition qu'on l'évalue, un peu comme le dépistage du cancer. Le dépistage de la fraude doit être évalué, combien ça coûte et combien ça rapporte. Après, on pourra discuter. Alors je vous propose, Gérard, de regarder quelques tweets qui réagissent justement au projet de loi de finances de la sécurité sociale.
Alors évidemment, Gérard, on ne peut pas passer à côté de la mesure qui fait le plus parler d'elle, celle qui contient l'obligation vaccinale de 3 vaccins qui passe désormais à 11 vaccins. Alors, voilà, Agnès Buzyn, elle demande, on exécute, et c'est un terrain à filer d'où visiblement, Gérard? Ben, c'est très exactement ce que j'avais ressorti de l'entretien que mon épouse a eu avec elle. C'est vraiment un tyran, mais souriant. Mais alors, il y a la carotte et le bâton, on dit souvent avec les ânes. Est-ce qu'avec Agnès Buzyn, il y a la récompense au moins, si on fait ce qu'elle dit? Ah, il y a la récompense pour les médecins qui obéissent. Ça s'appelle la rémunération sur objectif prioritaire de santé. Et vous pouvez gagner 10 000 € si vous êtes obéissant, si vous faites vacciner les jeunes filles par le garde d'asile, si vous faites tous les petits si vous prônez le dépistage du cancer du sein, enfin toutes ces mesures qui ne s'imposent pas médicalement d'évidence. Car effectivement, pourquoi inciter des médecins à faire quelque chose si c'est un intérêt évident pour les malades? Il n'y a pas besoin. Le fait d'être médecin, on fait ce qui est évident dans le bien des malades. Donc dès qu'il y a une rémunération donnée par l'État, c'est une corruption d'État institutionnalisée pour faire des choses discutables. Et donc nous avons dans les rémunérations effectivement les vaccinations, dont le garde d'asile, qui est connu pour être le plus source de complications parmi les vaccins actuels, l'hépatite qui est quand même connue pour être un vaccin qui a augmenté les scléroses en plaques. On nous dit que c'est pas vrai, c'est quand même curieux, car le tribunal administratif a admis la responsabilité du vaccin pour les malades qui avaient des scléroses en plaques, mais qui étaient obligés de par leur profession à se vacciner. On ne l'a pas admis pour les gens qui ont eu le tort de suivre les recommandations et qui n'étaient pas obligés par la loi de se vacciner. C'est quand même très étonnant, cette différence. Alors, on va peut-être insister à présent sur les possibles liens d'intérêt du ministre de la Santé. On voit que Nicolas Dupont-Aignan a mis le doigt dessus. Est-ce que pour vous, cette histoire de 11 vaccins, c'est un cadeau à l'industrie pharmaceutique? C'est à l'évidence un renvoi d'ascenseur, enfin ça pourrait être un renvoi d'ascenseur sur la campagne électorale du président qui a été favorisée par les laboratoires, ce n'est pas un mystère, par ses amitiés, par son entourage. Et il est normal qu'il leur fasse un petit cadeau en échange. On ne voit pas la logique. La chose la plus simple, c'est regardons ce que font nos voisins, nos grands voisins, les Anglais, les Allemands. Les Allemands ni les Anglais n'ont d'obligation vaccinale. Parle de l'Italie rétablit l'obligation vaccinale. Moyennant quoi il y a des manifestations dans les rues, et puis la Lombardie et la Vénétie demandent leur indépendance sanitaire. C'est pas une indépendance, c'est une indépendance sanitaire. Ils veulent récupérer le droit de gérer eux-mêmes leur santé parce que la population s'inquiète et s'y oppose. Là-dessus, je rappellerai ce que Mme Buzyn ne peut pas ignorer, qui est le procès des médecins de Nuremberg. Je veux bien pas le procès des nazis, le procès des médecins à Nuremberg, qui a fourni la base de l'éthique de la médecine et qui dit qu'on ne doit jamais administrer un traitement à quelqu'un, et encore plus s'il n'est pas malade, mais à quelqu'un, si ce n'est pas dans son intérêt propre. Donc tous les vaccinologues qui nous disent qu'il faut vacciner la population pour les autres
devrait relire les attendus du tribunal de Alors c'est amusant ce que vous dites parce qu'elle invoque cet argument, mais uniquement pour les professionnels de santé, en expliquant qu'on ne peut pas imposer aux professionnels de santé, par exemple, de se vacciner contre la grippe, puisque c'est pas pour les protéger eux directement, mais pour protéger leurs patients les plus faibles, tels que les personnes âgées, par exemple. Mais par contre, pour les vaccins, elle maintient que c'est dans l'intérêt des enfants, tout simplement. Bon, alors pourquoi est-ce que nos amis anglais et allemands pensent le contraire? Ils le disent officiellement, et c'est pas ancien. Madame Merkel a rappelé il y a 48 heures qu'il n'y a en aucun cas il n'y aurait d'obligation vaccinale en Allemagne. Et entre nous, des migrants, ils en ont encore beaucoup plus que nous. Hein. La Cour de Suède, la Cour constitutionnelle suédoise, a déclaré inconstitutionnelle l'obligation vaccinale. Puisque pour Agnès Buzyn, c'est très logique, elle évitera ainsi d'imposer à la sécurité sociale de traiter des maladies qui seront combattues par les vaccins. Cela est complètement faux. Il n'y a absolument aucune étude économique qui montre, premièrement, que, par exemple, prenons la grippe, hein, que la vaccination évite des soins. Pour la grippe, il y a une étude qui a été faite par l'Institut Cochrane qui montre que les antiviraux qui ont été proposés lors de la fameuse grippe H1N1 et la vaccination peuvent au maximum améliorer d'1 jour la durée d'hospitalisation. Pour la vaccination contre la grippe, qu'on nous a fait tout un cinéma récemment à propos des EHPAD et des morts, hein, on a oublié de signaler que les gens qui avaient été vaccinés ont eu un pourcentage de morts supérieur à ceux qui n'avaient pas été vaccinés dans les EHPAD. Et on utilise les morts en disant « il faut vacciner », alors que l'analyse objective des résultats montrait exactement le contraire. Je veux dire que les données ont très vite disparu des journaux. Hein, c'est paru pendant 2 jours et ça a disparu. Alors ça tombe bien, vous m'apportez la question suivante sur un plateau. On a eu le sentiment que ce gouvernement insistait depuis son arrivée sur la transparence. Pourtant, on peut considérer qu'il pourrait encore faire un effort. Un effort considérable. Il est complètement scandaleux que nous n'appliquions pas en France les règles qui sont au moins aux États-Unis. Je ne prends pas des pays particulièrement rouges, hein, où aux États-Unis on déclare tous les liens d'intérêt. Tous les liens d'intérêt. Il est essentiel, et cette loi a été votée du temps de Sarkozy par 80% de nos députés, elle a été massacrée dans les textes d'application par la ministre précédente, et Madame Buzyn est exactement dans le droit de fil de ne pas appliquer la transparence. Il est essentiel, alors j'ai un exemple très bête et très récent, à propos des vaccins justement. J'étais à la commission des affaires sociales pour être entendu avec d'autres. Et lorsque j'ai été, j'ai simplement rappelé les règles de la déontologie du procès de Nuremberg des médecins, et également la loi française. J'ai fait un rappel à la loi française dans cette commission disant que tout médecin qui s'exprime en public doit donner ses liens d'intérêt. Je précise ici d'ailleurs que je n'ai aucun lien d'intérêt avec aucune entreprise du médicament. Eh bien, j'ai eu en face de moi, parmi les gens qui prônaient les vaccins à tout crin, le professeur Lelièvre de Créteil qui affirmait devant cette commission qu'il n'avait aucun lien d'intérêt. Et j'ai été extrêmement surpris le lendemain en vérifiant sur Edimark, où il est marqué qu'il y a avoir 2 liens d'intérêt. Et pas avec n'importe qui, avec un trust de vaccinologues, d'entreprises qui vendent des vaccins. Et puis, en feuilletant un peu les revues internationales, j'ai également vu des liens d'intérêt avec 2 autres labos. Donc il a des liens d'intérêt déclarés, pas sur le site français .gouv, où là, je l'ai fait, il n'y avait rien du tout, mais il n'y a rien du tout pour une simple raison. Les liens d'intérêt les plus corrupteurs sont les liens d'intérêt lorsque vous êtes conseiller d'un laboratoire. Ce sont des contrats juteux que le professeur Even a évalué environ 100 000 € par an. Parfois, ça c'est la base. Et parfois ça va, si on cumule, car souvent ce sont des multicartes, des représentants des laboratoires multicartes cachés, ils cumulent, ils arrivent à 500 000 € par an, c'est-à-dire 5 fois le salaire universitaire. Hein. Eh bien, ces contrats-là ont été exclus de la déclaration par notre ministre précédente qui a dit que le secret des affaires devait primer sur la sécurité sanitaire. Et donc, à partir du moment où un médecin est payé avec un contrat fixe par un laboratoire, il n'a pas à déclarer ce lien. De qui se moque-t-on ? Oui. Donc ce professeur Lelièvre, peut-être on va juste préciser qu'il est membre de la commission de la Haute Autorité de Santé pour les Absolument. vaccins. Il a été nommé par Agnès Buzyn elle-même il y a environ 6 mois. Et elle ne l'ignore pas parce que c'était le bras droit de son mari, Lévy. Et il a d'ailleurs hérité du service que
patronnait un peu M. Lévy. Et il faut rappeler aussi que M. Lévy est un éminent professeur, patron de l'INSERM, président de beaucoup d'organismes différents, et que toute sa vie professionnelle a été consacrée au vaccin. Alors, évidemment, c'est pas Madame Buzyn elle-même qui a un lien d'intérêt, c'est seulement son mari. Mais moi, ça me paraît quand même un peu choquant. Non, je dois être bien vieux les jeu. choses dans la famille Buzyn-Lévy. Absolument. Voilà. Montre-lui le flacon de Thimerosal qu'on conserve dans un contenant en métal parce qu'on en a un peu peur et parce que c'est une poudre très fine. Ça, c'est du Thimerosal. L'étiquette dit très toxique, a des effets cumulatifs, peut endommager les reins, le système respiratoire, la peau et le système nerveux. On mentionne spécifiquement ici que cela peut causer une toxicité de la reproduction et du développement, ce qui veut dire que cela peut causer de l'autisme et d'autres troubles du développement neurologique. C'est quelque chose d'extrêmement toxique. C'est ce qu'on trouve dans le vaccin. Thimerosal, 25 microgrammes de mercure par dose. Bien des gens ne sont pas au courant. Moi-même, je ne le savais pas. J'ai dû faire 2000 injections dans mon temps. Je m'occupe de vaccination depuis 35 ans. Je ne savais pas que contenait du Thimerosal. Je crois que bien des médecins ignoraient cela. Ils ne savaient même pas que le mot Thimerosal signifiait mercure.